Tanzanie fragilisée, risque pour la RDC et le Burundi. Bonjour à vous, auditeurs d'Africa Flashes. Voici une analyse approfondie et sans concession sur ce qui se trame en coulisses dans la région des Grands Lacs et pourquoi l'affaiblissement ou l'instabilité de la Tanzanie n'est pas un simple problème interne. C'est une menace régionale dont la République démocratique du Congo et le Burundi paieront tôt ou tard le prix fort. Et c'est exactement pour cela que Kigali sourit en silence. Commençons par le cœur du dossier. La scène que vous décrivez, ces trois présidents, du Kenya, de l'Ouganda et du Rwanda, qui esquivent Paris, les manœuvres politiques, les appuis occultes, la multiplication des manifestations financées, la volonté d'installer un pouvoir ami en Tanzanie et l'annonce d'un couloir humanitaire et de l'ouverture des aéroports de Goma et de Bukavu, doit être lu comme un ensemble cohérent de pièces d'un même échiquier stratégique. L'analyse doit partir d'un principe simple mais fondamental. La stabilité d'un État voisin a toujours une incidence directe sur la sécurité, l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un autre État. Dans notre cas, une Tanzanie rendue fragile ouvre des fenêtres d'opportunités pour des acteurs régionaux. Et l'un des premiers bénéficiaires logiques de ce désordre serait le Rwanda, qui en tirerait profit pour consolider une influence accrue, créer des lignes de ravitaillement alternatives et démultiplier des opérations par procuration au Congo et au Burundi. D'abord, il faut comprendre la logique des acteurs. Pourquoi trois armées, Kenya, Ouganda, Rwanda, seraient-elles derrière des manifestations et une stratégie de déstabilisation? Ce n'est pas un hasard, c'est la traduction militaire et politique d'un objectif que vous avez nommé « faire sauter » la dame qui a refusé d'ouvrir la porte à des stratégies offensives contre la RDC. La déstabilisation d'un État ami de Kinshasa affaiblit la capacité de ce dernier à jouer un rôle de contrepoids. Or, pour des États qui cherchent à étendre leur emprise régionale, remplacer un allié par un régime docile ou affaibli est une aubaine stratégique. Si l'on y ajoute l'hypothèse, que vous mentionnez, d'un financement soutenu des manifestations, d'une militarisation déguisée et d'un appui logistique aux opposants, on voit se dessiner un scénario classiquement utilisé dans des opérations de changement d'allégeance régionale. Affaiblir, isoler, remplacer. Ensuite, venons-en à la question centrale des aéroports et des couloirs humanitaires annoncés à Paris. La rhétorique humanitaire peut masquer des objectifs de fait stratégiques. Un aéroport international n'est pas seulement un point d'arrivée d'aide, c'est une porte d'entrée mondiale, un nœud logistique et un levier de souveraineté. Lorsque la communauté internationale annonce l'ouverture d'un aéroport pour des vols humanitaires, cela implique mécaniquement une normalisation des flux qui, en situation de conflit, peuvent être détournés. Si l'appareil de contrôle sur le terrain n'appartient pas exclusivement et incontestablement aux autorités congolaises, si l'accès est supervisé de facto par des forces présentes ou des acteurs favorables à la rébellion, alors l'aéroport devient un poste avancé, un point de transbordement pour du matériel, du ravitaillement et potentiellement d'autres ressources stratégiques. On quitte le registre de l'humanitaire pour entrer dans celui de la logistique de guerre. C'est précisément ce que vous redoutez. Que l'ouverture des pistes à Goma et Bukavu n'offre un corridor public et légitimé pour ce qui pourrait être, en réalité, des transferts d'équipements et de contrôle stratégiques. La conséquence directe pour la RDC est multiple. Premièrement, la normalisation d'un point d'entrée dans une zone contestée accroît la capacité de forces irrégulières à se regrouper, se réarmer et se légitimer. Deuxièmement, cela fragilise la souveraineté congolaise dans la zone. Ouvrir
Un aéroport, même sous couvert humanitaire, c'est tacitement reconnaître une autorité locale capable de gérer ces flux. Troisièmement, et c'est crucial, si ces couloirs deviennent des corridors permanents, la zone s'insère progressivement dans des circuits transnationaux, avions cargo, banques, acheminement commercial, qui la rendent de facto moins contrôlable depuis Kinshasa. À terme, ce n'est pas seulement une question militaire, c'est une reconnaissance économique et administrative progressive qui scelle un statut hybride de quasi-autonomie, donc une érosion de l'intégrité territoriale. Pourquoi tout cela réjouit-il Kigali? Parce que l'objectif, de longue date, d'un État qui souhaite projeter sa puissance est d'assurer des lignes d'approvisionnement, des bases arrières et des zones tampons. Une Tanzanie affaiblie réduit le nombre d'États prêts à résister aux pressions régionales en faveur d'un redécoupage d'influence. Si un pays comme la Tanzanie, historiquement stable et proche de Kinshasa sur divers dossiers, est mis à mal, cela crée un précédent. D'autres gouvernements hésiteront à s'opposer, et les acteurs qui soutiennent les insurrections ou les mouvements armés obtiennent des relais politiques et logistiques en sus. Le Rwanda, s'il est impliqué dans l'appui aux groupes qui menacent la RDC, voit sa manœuvrabilité s'améliorer avec un voisin diminué politiquement. De plus, l'affaiblissement d'un allié de Kinshasa permet au Rwanda de jouer sur plusieurs fronts, diplomatiques, économiques et militaires, sans rencontrer une résistance coordonnée. La situation a aussi une dimension symbolique et juridique. L'ouverture d'un aéroport international signe une reconnaissance technique, administrative et pratique. À l'heure où les statuts territoriaux deviennent des sujets de négociation, statut spécial pour certaines provinces, zone tampon, autonomie à base, de facto, l'exemple de l'aéroport montre comment des décisions pratiques peuvent précéder des décisions politiques et légales. Et lorsque des pays tiers, puissants, interviennent par des décisions publiques ou des annonces, ils influencent la perception internationale. Ainsi, la France, si l'on suit votre récit, peut apparaître comme pris dans un double langage, humanitaire d'un côté, mais facilitateur d'une normalisation de facto de zones déjà occupées de l'autre. Les décisions occidentales, lorsqu'elles ne sont pas coordonnées étroitement avec l'État concerné et lorsqu'elles ignorent les réalités du terrain, produisent des externalités dangereuses. Un autre aspect à examiner, la question des frontières et des codes techniques. Imaginons activation des indicatifs, liaison avec les systèmes satellitaires, accès au réseau aéronautique mondial. Donnez un code à un aéroport et vous lui donnez un point d'ancrage dans le système économique mondial. Vous ouvrez la possibilité à des acteurs tiers, États ou entreprises privées, d'établir des routes commerciales, routes qui, en temps de crise, peuvent être militarisées ou détournées. Le risque est que les opérations humanitaires servent de couverture à une militarisation progressive et à l'émergence d'un embryon d'administration parallèle, un pouvoir local qui cumulera prérogatives militaires et capacités d'achat international. C'est exactement ce que la RDC ne doit pas accepter, la transformation d'un espace national en plateforme d'influence étrangère. Venons-en aux effets sur le Burundi. Un Burundi exposé partage des fractures similaires. La logique est la même. L'instabilité dans un grand voisin, ici la Tanzanie, empêche la mise en place d'une action coordonnée pour contenir les mouvements transfrontaliers, facilite le passage clandestin d'armes et de combattants, et prolonge les zones d'impunité. Pour Bujumbura, cela signifie plus de pression sur des frontières déjà poreuses, plus de risques d'embrasement local et une diplomatie plus isolée. Ainsi, l'instabilité tanzanienne
nourrit un terrain favorable à la projection d'acteurs extérieurs qui cherchent à instrumentaliser des mouvements internes ou à créer des foyers de déstabilisation régionale. Le Burundi, plus petit et plus vulnérable dans certains registres, paierait le prix par une plus grande exposition aux récidives de violence, à l'afflux de réfugiés et à l'érosion de ses marges de manœuvre diplomatiques. À un niveau stratégique opérationnel, imaginez les conséquences concrètes. Des avions affrétés par des entités proches d'un État soutenant la rébellion arrivent à Goma. Du matériel entre par voie aérienne. Des cellules logistiques opèrent à l'abri des regards. Des comptes bancaires et circuits commerciaux se structurent localement. Des leaders politiques et des éléments de commandement peuvent circuler librement et revenir sur le terrain. Le résultat est l'émergence d'une plateforme logistique permanente, camouflée sous un vernis humanitaire. Cela transforme radicalement la nature du conflit. D'une insurrection locale, elle devient un théâtre d'opérations transnationales, beaucoup plus difficile à démêler. Sur le plan diplomatique, la stratégie qui consiste à prioriser l'ouverture des aéroports au lieu d'exiger le retrait immédiat des forces irrégulières est une manœuvre payante pour ceux qui veulent gagner du temps et pérenniser des acquis de facto. Exiger un retrait, c'est renvoyer la décision dans la sphère militaire et politique. Proposer un couloir humanitaire, c'est créer une structure opérationnelle qui, si elle n'est pas strictement contrôlée par les autorités nationales, peut devenir un point de basculement. C'est ce que vous qualifiez de diversion orchestrée par des puissances externes qui, sous couvert d'assistance, favorisent une solution acceptant la présence, voire l'ancrage, d'acteurs hostiles. Il faut aussi analyser la dimension psychologique et symbolique. La population locale voit des avions arriver au nom de l'humanitaire, tandis que le pouvoir central a l'air impuissant. Cette perception est cruciale pour la légitimité. Les populations voient le contrôle se déplacer vers de nouveaux centres de décision, et ce basculement de la perception publique est exploitable politiquement, pour mobiliser, pour justifier des demandes d'autonomie, pour construire des narratifs d'abandon, du centre au profit d'un pouvoir alternatif. Voilà comment, lentement, on fabrique un état de fait. Que doit faire la RDC? Selon cette analyse, d'abord, refuser toute normalisation qui ne soit pas conditionnée au retrait effectif et vérifiable des forces étrangères et de leurs supplétifs. Ensuite, exiger des garanties concrètes de contrôle congolais sur les points d'entrée. Souveraineté opérationnelle sur l'aviation civile, présence militaire congolaise aux postes sensibles, contrôle des cargaisons et transparence totale dans la chaîne d'acheminement. Sur le plan diplomatique, la RDC doit rendre publiques ses réserves, exiger la mise en place de mécanismes de vérification indépendants et mettre en évidence le danger d'une ouverture non contrôlée. La désescalade durable ne peut venir que d'un retrait réel des forces étrangères et d'un engagement international clair et contraignant sur la non-utilisation des couloirs pour autre chose que l'aide strictement humanitaire, contrôlée par Kinshasa. Sur le plan régional, il faut aussi réactiver des instances de confiance entre États africains, celles capables de garantir des inspections conjointes et des garanties mutuelles, afin de couper l'herbe sous le pied des acteurs qui instrumentalisent l'humanitaire pour des objectifs politiques. La mobilisation de la société civile, des médias indépendants et d'acteurs régionaux crédibles est essentielle pour rendre transparent ce qui aujourd'hui se trame sous le couvert d'un discours généreux. Enfin, notez l'enjeu de l'après. Si la Tanzanie devient vulnérable et si des acteurs extérieurs capitalisent sur ce vide, la région entière risque de glisser vers une ère d'écluse. Point de passage contrôlé par des intérêts étrangers, zone tampon administrée de facto par des coalitions hétérogènes et une multiplication d'annexions pratiques
sous couvert d'opérations humanitaires. C'est un retour en arrière pour la souveraineté africaine et la stabilité régionale. Pour conclure, et sans céder à la fatalité, l'analyse imposée par les faits que vous décrivez est claire. L'instabilité d'un voisin, ici la Tanzanie, a des répercussions immédiates et profondes sur la sécurité de la RDC et du Burundi. Cette vulnérabilité régionale profite naturellement à des États recherchant une influence accrue. Le Rwanda, dans votre récit, figurera parmi les premiers bénéficiaires. La réponse doit être double. Sur le terrain, par des mesures concrètes de contrôle et d'empêchement de normalisation non consentie. Et sur la scène diplomatique, par un combat ferme pour que l'humanitaire ne devienne pas la couverture d'une stratégie d'occupation ou d'influence. À Félix Tshisekedi et à ses conseillers, à la communauté congolaise et à tous ceux qui veulent une RDC souveraine, vigilance, clarté et détermination. Ne laissez pas un discours humanitaire masquer la perte progressive de souveraineté. Ne laissez pas l'ouverture d'une piste aérienne devenir l'ouverture d'un point de non-retour. Gloire à la vérité et courage à ceux qui se battent pour la souveraineté de notre terre.